Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Clément. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le texte que nous examinons à partir d'aujourd'hui fera date. Et plus qu'un projet de loi cadre, il prend en compte les deux volets essentiels d'une politique cohérente en matière d'habitat, le logement et l'urbanisme. L'accès au logement est un droit fondamental, érigé au rang des valeurs universelles auxquelles notre pays est fidèle depuis toujours. Mais accéder au logement ne signifie pas pour autant créer des situations de dépendance. Les rapports bailleurs-preneurs ne sont pas que des rapports de droit et la remise en ordre de certaines pratiques était devenue urgente. Ce projet y répondra. Par ailleurs, la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques du logement sont très inégales sur notre territoire. Et pourtant, lorsqu'elles sont bien pilotées, elles peuvent être très efficaces, parce que les contractualisations avec les collectivités locales peuvent en amplifier les résultats. Ainsi, à l'image du territoire qui est le mien, la conjugaison de l'ANA et de la région Poitou-Charentes, qui a orienté sa politique en matière d'habitat sur l'efficacité énergétique, a permis à l'échelle d'un bassin de vie de 35 000 habitants de mener à bien une OPAH qui aura permis 10 millions d'euros de travaux non délocalisables pour le confort de ses habitants. Mais je sais aussi que toutes ces opérations ne connaissent pas le même succès. Enfin, votre projet s'attaque à une plaie ouverte, la consommation de l'espace, dont l'étalement urbain n'est pas le moindre des responsables. Reconnaissons que si le terme de millefeuille territorial a pu être employé à propos des collectivités locales, en matière de zonage et d'urbanisme, les choses sont bien pires. Céder une parcelle de terre aujourd'hui est devenu l'équivalent de la résolution d'une équation à plusieurs inconnus. Les zonages se sont multipliés, se sont superposés et les droits de préemption impurgés n'obéissent pas tous aux mêmes contraintes du temps. De plus, tous les territoires ne sont pas allés au même rythme et nombre de communes rurales ne sont pas encore dotées de documents d'urbanisme. Enfin, l'artificialisation des sols continue. La France perd 75 000 hectares par an et nous sommes sur un rythme de 90 000 hectares, soit 250 hectares par jour. D'autres avant nous ont pris conscience de cette dérive. En Allemagne, par exemple, un débat sur la stratégie de développement durable s'est tenu au Bundestag dès 1996 pour contenir cette consommation et passer de 120 hectares par jour à 30 hectares à l'horizon 2020. Un premier bilan en 2008 laissait apparaître une réduction de 25%. Preuve que conduire une politique volontariste en la matière peut conduire à des résultats significatifs. Votre projet de loi est construit en ce sens. Ajoutons qu'en matière de consommation d'espace, environnement et social se rejoignent. Quelques exemples suffisent à en prendre conscience. Nous assistons à un recul du nombre d'exploitations agricoles, 2 à 3 par jour disparaissent. Les sols sont de plus en plus imperméabilisés par les infrastructures, les zones d'activité qui restent parfois longtemps vides, les lotissements, les zones commerciales qui s'étendent à l'entrée des villes, même les très petites, et pendant ce temps, les centres-villes et les centres-bourgs se vident. Corollaire de cet étalement, la consommation énergétique ne cesse d'augmenter, malgré les efforts en matière d'économie d'énergie ou d'efficacité énergétique. Enfin, la ségrégation sociale peu à peu s'installe. Les riches au centre-ville et les pauvres à la périphérie. Balzac avait raison déjà. Si la France est encore la première destination touristique, c'est aussi pour son patrimoine architectural et naturel. Nous devons veiller à préserver ces valeurs patrimoniales comme nous devons préserver la biodiversité, véritable indicateur de l'évolution de nos civilisations. Oui, il faut moderniser nos documents de planification communaux et intercommunaux. Oui, il nous faut couvrir tout le territoire de documents d'urbanisme. Oui, il faut donner au SCOT une force contraignante en confortant son rôle intégrateur. Le SCOT sera un outil, il ne sera jamais une fin. Il est normal qu'en période de mutation des échelles locales, un outil comme lui soit apparu dans le Code de l'urbanisme pour tenter de résoudre cette question que toutes les sociétés se sont posées. Comment exister ensemble sans cesser d'être individuellement? Et c'est bien cette question qui effraie encore et qui explique que notre territoire ne soit pas encore couvert par ce type de document. Chaque outil est une chance pour la formation d'une identité locale. La finalité d'un SCOT est aussi de se donner un temps de réflexion méthodologique, une opportunité d'équilibre entre le triptyque territoire perçu, territoire voulu et territoire vécu. Une fois élaboré selon une méthode librement consentie, il disposera d'une force intégratrice. Oui, il faut aussi développer les opérateurs fonciers
et articuler les actions de ces différents opérateurs. Peut-être faudrait-il aussi centraliser sur un seul l'exercice du droit de préemption, lequel interviendrait pour le compte de celui qui l'exercera, ce qui signifierait que tous les autres sont purgés. L'efficacité d'une politique, c'est aussi l'efficacité de sa mise en œuvre et de sa perception par les citoyens. Votre projet, Madame la Ministre, est porteur d'une ambition forte, concilier économie, sociale et environnement dans un domaine où les enjeux sont à la fois multiples et contradictoires. Vous y êtes parvenu. Mais je crois, pour conclure, que nous devons aussi être ambitieux sur la fiscalité en ce domaine afin qu'elle soit juste. Les effets d'aubaine ou des régimes fiscaux privilégiés portent encore trop souvent atteinte au principe d'égalité devant l'impôt. Il nous faudra aussi y remédier. Ceci étant, c'est avec confiance et détermination que nous aborderons la discussion de ce texte. Merci.